Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici ce soir si nombreux et si nombreuses. Merci surtout et bonsoir Annie Ernaux. Bonsoir. Alors je vais commencer, je vais commencer avec des questions et puis il y aura un moment où on ouvrira à la salle, vous pourrez poser des questions aussi. Et je vais commencer par une question que je voudrais ne pas avoir à poser, là où je ne voudrais pas forcément commencer, mais qui s'impose à nous, la question de Gaza et de la Palestine. Dans une vidéo récente que vous avez, qui a été diffusée à la Grande Librairie, suite à la signature d'une pétition, vous dénoncez le génocide à Gaza, l'anéantissement de la civilisation palestinienne, passé, présent, futur, les conditions de possibilité même d'une civilisation palestinienne, l'imaginaire raciste à l'égard des Arabes qui est au cœur de l'acceptation du martyre de Gaza. Vous dites, et c'est là ce qui m'intéresse le plus par rapport à notre soirée et la conversation que nous allons avoir, j'écrivais comme si je n'avais pas vu ces images effroyables, pas lu que l'obsession des habitants de Gaza, c'est de ne pas mourir éparpillés en morceaux. L'activité d'écrire devenait dérisoire et lâche. Est-ce que ce moment aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza et ce que ça provoque chez nous comme réaction ou pas, remet en question une séparation que vous avez toujours tenu à faire entre l'engagement et les textes littéraires que vous avez pu écrire, qui sont politiques aussi, mais d'une autre façon? Sincèrement, je crois que oui. Je crois que c'est la première fois où sur une telle durée, parce que c'est ça, cette durée-là, c'est-à-dire qu'il y a eu le 7 octobre, il y a eu l'effet effectivement de sidération et de comprendre la réaction d'Israël. Et puis, il y a eu très vite aussi le sentiment que quelque chose se mettait en route qui, en fait, n'était pas quelque chose de nouveau, parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Et ce que je sais de la Palestine, de Gaza, remonte au fond, pour moi, c'est dans ma mémoire, c'est depuis 1967, puis 1973. C'est-à-dire que j'ai suivi beaucoup l'histoire du conflit israélo-palestinien, comme on l'a appelé. Et donc, à partir de la fin de 2023, et surtout, c'est monté en 2024, constamment de penser en écrivant, pas en écrivant justement, parce que l'écriture est un formidable dérivatif en quelque sorte de tout, mais autrement, avant, ou en regardant aussi sur le site du Monde, le site de Libération, je vais citer tout ce que je peux regarder, effectivement, Blast, etc. Bon. Et en fait, presque tous les jours, dans mon journal intime, j'écrivais quelque chose, une phrase de réaction à ce que j'avais vu, à ce que j'avais entendu, et puis ce qui se passe effectivement avec le blocus, vraiment la manière dont Israël affame littéralement une population, à ce moment-là, j'étais prise effectivement de sentiment qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Faire quelque chose. Alors, bien entendu, j'avais signé beaucoup déjà de tribunes, mais je sais que je n'allais pas au bout de quelque chose. Et il y a eu la tribune signée par 350
écrivains. Et également, je crois qu'il y a une autre tribune, et une autre tribune aussi en Angleterre, signée par des écrivains. Et j'en étais effectivement là de ce sentiment de lâcheté par rapport à ce qu'on doit faire. Ce qu'il faut faire, que je vois. Alors, je ne veux pas dire du tout que j'ai l'impression de sauver quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est que simplement, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité ici et maintenant. Je crois que on ne peut pas laisser passer l'histoire et en s'en lavant les mains. Et c'est le sentiment aussi que ma voix peut compter. C'est un sentiment que j'allais dire que j'ai reçu en même temps qu'on m'a donné le Nobel. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Et il s'est trouvé que j'écrivais, en fait, j'ai commencé d'écrire assez longuement tout un samedi, et le soir j'ai eu un SMS venant de la grande librairie et me demandant de faire un droit dans les yeux sur Gaza. Et je me suis dit, c'est le hasard objectif. Voilà, c'est le hasard objectif. Et habituellement, lorsqu'on me demande quelque chose, je tourne autour, ça me demande du temps. Et souvent, à la fin, c'est non. Voilà, c'est non. Et là, bien, c'était oui. Et donc, j'ai fait c'est pas une tribune, c'est une réaction, et d'être la plus honnête possible par rapport à ce sentiment que j'éprouvais, et que ce sentiment, effectivement, qu'il y avait quelque chose à faire que je ne faisais pas. Et je l'ai dit. J'ai dit aussi que, effectivement, c'était un génocide. Mais c'est pas seulement ça, de nommer c'est important, mais pas seulement, et de dire aussi de tout ce qui me paraissait important à dire, et c'est la destruction d'une civilisation, des êtres et de leur histoire, et en même temps qu'on va les déposséder complètement de leurs souvenirs, de leur mémoire. On va les effacer. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, d'en appeler au gouvernement, à un moment, j'ai pensé dire, il faudrait que quelqu'un aille à l'ONU, comme il n'y a pas si longtemps, enfin si, il y a 20 ans maintenant, Dominique de Villepin, qui était allé à l'ONU et qui avait dit « Nous n'irons pas en Irak, nous ne ferons pas cette guerre-là ». Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais je veux dire quelque chose de bon. Mais ce n'est pas moi qui pourrais faire ça, mais je veux dire, cette idée de faire vraiment quelque chose. Alors, il y a aussi, ce qui me paraissait important, parce que c'est le contexte français, c'est que les médias, presque tous, et les médias dominants ont en quelque sorte aussi sont en train d'effacer Gaza. C'est-à-dire que tout ce qui vient effectivement d'Israël est considéré comme étant la vérité, et qu'on met toujours. C'est très symptomatique, par exemple, c'est quand on parle des morts donc, en Palestine, à Gaza, on dit d'après. Mais quand c'est Israël, on ne dit jamais d'après. C'est comme si c'était cela. Alors, c'est de dire tout cela, de dire qu'il fallait arrêter la répression de tout ce qui était soutien à la Palestine, et également s'interroger sur ce qui est fondamentalement, sans doute, à la base de l'attitude des médias, mais surtout, je veux dire, du gouvernement français, c'est-à-dire qu'il faudrait s'interroger sur ce qu'on appelle l'islamophobie,
ou alors si on ne veut pas ce mot-là, de dire effectivement sur la méfiance que tout ce qui est arabe suscite en France, et ça évidemment on peut retourner en arrière jusqu'à la guerre d'Algérie, ça c'est évident. Bon, donc je ne vais pas faire un cours d'histoire, je ne suis pas historienne. Hein. On va y arriver à la guerre d'Algérie. C'est vous qui l'êtes. Bon, mais c'est pour expliquer au fond cette prégnance en moi donc de l'engagement là, de l'engagement vraiment fort, oui. Et merci pour cet engagement, c'est important et ça restera, et j'espère que ça pèsera aussi. Ça me permet de rebondir sur quelque chose qui, moi, en tant qu'historien, justement, m'a toujours frappé dans votre œuvre, et surtout dans les travaux les plus récents, on va dire des années 2000, c'est la problématique de comment articuler la grande histoire avec le grand H et la petite histoire, enfin l'histoire personnelle avec un petit H. Vous dites par exemple dans l'Atelier Noir, qui est le journal de travail, de réflexion d'Annie Ernaux, et que je recommande vivement, c'est vraiment, ne serait-ce que pour toutes celles qui essayent d'écrire et qui ont du mal, c'est très rassurant, parce que Annie Ernaux aussi a du mal et se pose des questions et hésite beaucoup et revient en arrière. Et c'est très rassurant. Et vous y dites, nous sommes faits d'histoire grand H et nous sommes faits de petite histoire H minuscule et plurielle. Mais vous dites aussi, à plusieurs reprises dans vos travaux, notamment dans les années, par exemple, je cite un passage où vous dites qu'il n'y a aucun rapport entre sa vie, donc votre vie, et l'histoire grand H, dont les traces demeurent déjà pourtant fixées par la sensation de froid et de temps gris d'un mois de mars. Donc il y a quand même un décalage dans la vie entre ces deux histoires. Absolument. À plusieurs reprises dans les années, justement, je montre qu'effectivement, le présent, ce que l'on vit, paraît échapper. Au fond, il n'y a aucun rapport. Dans ma mémoire, si j'essaie de me rappeler effectivement le début de mai 68, les événements de 68, je ne vois pas grand-chose. Si, je vois dans ma vie, mais quel est le rapport entre effectivement d'aller faire mes cours au lycée à cette époque-là et puis ce qui est en train de se passer, même ce que je lis dans Le Monde, je veux dire, je vois, ça reste séparé. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes vraiment dans l'histoire. Toute vie est marquée par l'histoire. Alors, je dois faire un aveu ou une correction, c'est-à-dire que quand j'ai commencé d'écrire, et c'est avec le livre, je ne parle pas du premier, là, c'est le premier qui n'est pas édité, voilà. Donc, je parle des Armoires vides, le premier, ce n'est pas l'histoire qui m'importe. Je dirais que si je me rapproche d'une science, ce serait la sociologie. Et c'est ça. Je considère, je vois une progression, je veux dire un arrachement à ma famille par l'école, par la culture, par la fréquentation aussi de jeunes bourgeoises. Mais tout cela, ça se passe, on pourrait même dire, presque en dehors de l'histoire, avec un grand H. Je ne fais pas ce rapprochement. Alors, à quel moment je le ferai ? Je ne le fais pas non plus dans La femme gelée, c'est évident, je ne le fais pas. À quel moment est-ce que je le fais ? Eh bien, c'est quand je veux écrire sur mon père. Là, je n'échappe pas à l'histoire. Ça me paraît... je ne sais pas comment, mais je sais que je suis obligée, mais même je me pose la question, je me dis, mais au fond, que savait mon père quand il était enfant de ce qui se passait je ne sais pas, est-ce qu'il avait entendu parler de l'affaire Dreyfus ? Enfin, vous voyez, vraiment, je me posais vraiment de ce genre de questions. Et c'est
c'est évidemment un moment clé, c'est celui où c'est une question d'âge aussi. J'ai 40 ans, même un petit peu plus, 42, et j'ai un grand-fils qui passe le bac, et je me souviens très très bien de ce moment où je le conduis à une épreuve orale, un lycée Prévert quelconque dans la banlieue, et d'un seul coup, toute ma vie m'apparaît d'une certaine manière, et comment j'en suis déjà là, c'est déjà moi, et j'ai l'impression d'un tel écart entre le monde de mon enfance et ma propre vie de femme, de femme libre, de femme divorcée, c'est d'abord l'aspect femme, c'est-à-dire que l'histoire des femmes a basculé, franchement, je veux dire, avec la loi Veil, évidemment, avec toute cette lutte, mais la loi Veil, c'est l'aboutissement de la lutte des femmes en France pour obtenir la liberté d'abord de la contraception, mais surtout de l'avortement. Et donc, c'est d'abord par le prisme d'une vie de femme que l'histoire m'est arrivée. Et qu'ensuite, j'ai évidemment donc pris tout l'ensemble, c'est-à-dire comment l'histoire avait changé les vies, comment il y avait toute la différence de pensée, tout cela appartenait à l'histoire, les objets, la communication, et le livre, là, a commencé d'être, effectivement, de se produire. Et l'Algérie, justement, parce que c'est un bruit de fond dans les années, elle apparaît, c'est un des rares moments dans les années où vous interrompez le flux du temps, le temps glissant de l'imparfait, des choses qui arrivent. Et l'Algérie provoque des moments de flash-forward ou de flashback, en fait, où vous dites, par exemple, à ce moment-là, on ne savait pas encore ce qu'on saura plus tard. Ce qu'on saura plus tard, notamment le 17 octobre. Le 17 octobre 1961. Voilà, et on a l'impression que ça ressort encore plus dans Mémoire de fille, qui est un peu un livre sur un double trauma personnel, mais aussi peut-être historique de l'Algérie qui ressort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'appartiens à cette génération donc qui voit donc les premiers troubles en Algérie. Donc, j'ai 14 ans. Et c'est ce qu'on appelait la Toussaint sanglante de 1954, et que quand les accords d'Évian, qui marquent la fin de la guerre d'Algérie, c'est donc en mars, peu importe, 1962, c'est-à-dire entre 14 ans et 22 ans. Donc je vis dans l'Algérie. Alors, il faut passer effectivement, ce sont des félagas, etc. Et finalement, c'est légitime. Et moi, le basculement pour moi se fait en classe de philosophie à 18 ans, avec une professeure de philo qui nous fait changer vraiment sans doute parce que on est peut-être une masse un peu amorphe d'ailleurs. On suit, on écoute peut-être nos parents, et que là, elle nous met vraiment, alors je me souviens plus comment, mais elle nous met devant le fait que le colonialisme, parce que c'est ça d'abord, la colonie, et puis de la légitimité donc de l'Algérie à être libre, à être indépendante, et elle nous fait nous occuper d'une famille algérienne qui vit dans une HLM, même pas, c'est un baraquement à Rouen, et qui a de nombreux enfants, et elle nous dit très carrément, ils cotisent évidemment au FLN.
Donc, elle nous met dans, je veux dire, dans l'action. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que, alors, je suis tellement, je veux dire, changée, modifiée de mon regard sur justement la colonisation, parce que moi j'ai appris, j'espère qu'elle n'est pas trop longue là, non, en géographie, en classe de 3e encore, j'ai appris, il y a 3 départements, Alger, Oran et Constantine, hein, voilà, 3 départements français. Pour le brevet encore, donc vous voyez, donc le changement se fait là, et je suis tellement, effectivement, c'est que je corresponds avec un garçon qui est soldat en Algérie, et je lui écris impavidement que c'est que la France a tort, enfin, ce qu'il fait là, voilà, etc. Et donc, évidemment, il me répond ce qui est normal, que effectivement, c'est pas moi qui suis face. Bon, je ne sais plus, j'ai plus ces lettres, mais donc, voilà, donc c'est clair. Mais donc c'est pour ça que l'Algérie, effectivement, tient une grande place, et qu'elle va continuer, au fond, je dirais, jusqu'à la fin du livre Les années, parce que c'est que moi je vois effectivement monter le Front National à l'époque, et je vois aussi que on avait pensé que on faisait venir des travailleurs algériens, mais qu'ils allaient repartir. Or, ils sont pas repartis. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a ce non-dit qui nous vient, mais je veux dire, du fond des années, quoi. Du fond des années, et qui fait que, eh bien aujourd'hui, je veux dire, on en est là, quoi. On en est là avec Marine Le Pen, Bardella, etc. Et avec, par exemple, un ministre de l'Intérieur qui n'est pas fichu de dire le nom de celui qui a été assassiné dans une mosquée, qui est incapable de dire Abou Bakar Cissé, et qui dit oui, cet individu. Jeanne. Mais voilà, c'est-à-dire, vous imaginez, est-ce que, je veux dire, où on apprend français dessous, tous ces mots-là, quoi, qu'on ignorait. Voilà, donc c'est pour ça, là, j'ai l'impression qu'on ne va pas sortir d'une lecture politique. On va justement basculer un peu plus en profondeur dans l'atelier. Parce que une des choses qui m'intéresse vraiment, c'est dans ce rapport entre la grande histoire et l'histoire personnelle. Oui. En fait, il y avait différentes possibilités. Il y a le choix, par exemple, que fait Georges Perec, qui est un modèle avec une séparation de narration dans W, par exemple, entre les deux formes d'histoire. Oui. Mais vous allez vers l'idée que l'intime est social, que les deux, en fait, se transpercent, se pénètrent. Oui. Et j'ai l'impression que ça se fait par 2 mouvements. Le premier, c'est une sorte de mouvement centripète, j'ai envie de dire, du jeu qui devient un nous, un on collectif, comment vous transformez. C'est tout le travail sur les pronoms que vous faites, auquel vous réfléchissez beaucoup, et qui transforme votre expérience personnelle en une expérience collective de femmes, d'une certaine génération de femmes. Et aussi, à l'inverse, il y a un mouvement plus centrifuge, presque, j'aurais envie de l'appeler comme ça, où vous êtes traversé par le monde. Alors j'ai commencé à noter toutes les fois où vous dites que vous êtes traversé par des choses. Il y en a beaucoup. Hein. Vous êtes traversé par le temps, la passion, l'autre femme, ce qui vous donne dans l'occasion de dire cette magnifique phrase où vous dites « Je suis un squat, je suis devenu le squat de cette autre femme ». L'histoire, les gens, vous êtes dissoute dans le monde, vous êtes traversé par les gens comme une putain, vous dites dans le journal du dehors. Cette idée d'être traversé par tout ça. Donc vous voyez un petit... Oui, mais vous savez, c'est aussi un sentiment personnel quand même assez lourd, cette absence finalement d'identité quand même. C'est une forme d'aliénation aussi, oui. C'est ça, oui.
Voilà, donc, et alors, bon, moi, j'ai pas fait, je dis tout de suite, et tout le monde le sait d'ailleurs, j'ai pas fait de psychanalyse, donc je ne m'y intéresse pas du tout. Je n'ai pas envie de donner une explication. Je n'ai pas envie de donner une explication à ce qui est peut-être un moi, je ne sais pas ce qu'est le moi, mais parce que j'ai l'impression que j'écris depuis ça, depuis cette absence d'identité, d'une certaine manière, et même de dire absence d'identité, je ne suis pas contente, parce que c'est donner tout de suite oui, de fixer quelque chose. C'est pour cela que le terme traversée, vous avez tout à fait, même je ne pensais pas qu'il y en avait autant, voilà, mais oui, mais c'est évident que la conscience de cet état d'esprit m'est venue lorsque je me commençais à m'intéresser au dehors, puisque c'est le journal du dehors, et regarder les gens, les scènes et tout cela. Et j'avais l'impression effectivement d'être plus ce qu'on pourrait dire être une caméra, d'enregistrer les choses. Et puis c'était en même temps, une énorme liberté aussi. C'est une très très grande liberté de pouvoir ne pas porter de pouvoir admettre que les autres soient différents aussi. C'est ça, qu'ils soient de les voir. Et je me suis aperçue que en fait, c'était pas si fréquent qu'on observe dans les transports en commun les autres, ce qu'ils font, ou même dans les magasins, qu'on observe le comportement des autres, que tout le monde est un peu, tout le monde était un peu je veux dire, suit son idée, quoi, suit sa nécessité, etc. Et il y a alors, il y a peut-être aussi un mot, peut-être. Alors, celui-là, je le connais davantage. C'est vide. Vide. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le titre de mon premier livre, il s'est imposé immédiatement avec... je n'avais pas de titre. Je n'avais pas de titre du tout. Et j'ai une anthologie des poèmes d'Éluard. Alors, je l'ai ouvert et voilà... J'ai trouvé ce vers d'Éluard qui parle... Oui, je ne l'ai pas là sous la main. Oui. Mais... Et instantanément, j'ai pensé à ça. Et dans d'autres... Enfin, c'est plutôt dans mon journal, peut-être dans mon journal intime, qui donc n'est pas publié, que... Si, je crois que quand même, peut-être dans se perdre, j'ai dû employer cet adjectif plusieurs fois. Tout à fait. Et justement, on va projeter une image qui, je pense, parle un peu du vide, et une œuvre d'art que vous citez souvent dans votre œuvre, Dorothea Tanning, l'anniversaire. Et j'aimerais bien peut-être que vous nous l'analysiez un peu, ou que vous nous disiez qu'est-ce qui vous a frappé autant dans cette peinture. En attendant qu'elle apparaisse, je vais lire quand même, encore une fois, l'historien en moi ne peut pas s'empêcher de remarquer que vous avez eu un amour de jeunesse qui me touche beaucoup. Et c'est Saint-Just pendant la Révolution. Et vous, dans un petit texte sur Saint-Just paru en 1986, vous dites « La Révolution française est entrée en moi », encore une fois, déjà à 15 ans, enfin voilà, entrée en moi à 15 ans. Elle avait le sourire et le doux visage de Saint-Just, si beau sous son feutre noir déjà romantique, dans la page de droite de mon livre d'histoire de 3e. C'est lui que j'aurais choisi pour m'initier à l'amour. Le premier acte révolutionnaire d'une jeune citoyenne me paraissait alors celui de perdre sa virginité. Oui, ce texte, effectivement, vous l'avez retrouvé, mais
J'avais un peu oublié, mais je sais que c'était pour Télérama. Je me souviens de ça quand même. Et oui, alors c'est la vérité. Le livre d'histoire, en troisième, c'était la Révolution. Et donc, j'étais évidemment à cet âge-là, j'étais très très portée effectivement vers l'amour et j'admirais vraiment, j'aimais beaucoup son visage très régulier, très très beau, voilà, et puis des cheveux, voilà. Voilà, bon. Voilà. Il y en a eu à 15 ans, il y en avait beaucoup aussi. Et donc voilà, Dorothea Tanning, l'anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi cette peinture vous a frappé? Et puis il y a une histoire un petit peu aussi autour de... Alors il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a cette femme qui est complètement une femme sauvage. C'est une femme sauvage. Et elle me plaît beaucoup à cause de cela et de son caractère inquiétant. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a frappée lorsque j'ai vu à la Galerie Charpentier en 1964, c'est que ce sont ces portes ouvertes derrière elle. C'est ça. Et en fait, très longtemps, j'ai cru que ces portes, ce n'était pas ce qu'elle avait vécu, mais ce qu'elle allait vivre. J'ai inversé. Et je ne sais plus quand, en regardant, parce que c'était ce tableau, je n'avais pas encore Internet, etc. Donc ce tableau, c'était dans le catalogue de la Galerie Charpentier, et d'un seul coup, je me suis dit, mais non, mais ce sont les années derrière elle. Parce que en français, c'est anniversaire. Birthday, en anglais, c'est pas tout à fait pareil, paraît-il. Voilà. Mais anniversaire, donc c'est clair. Et comment ai-je pu penser que c'était l'avenir? Et en fait, c'est mon propre rapport au temps, je crois. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, il y a le présent, mais il y a toutes mes années derrière, et il y en a plein devant. Alors, c'est plus tellement le cas maintenant, hein. Voilà. Donc, oui, mais ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et donc, je pense que j'ai écrit les années au bon moment de ma vie. Voilà, c'est-à-dire que j'ai voulu commencer, en fait, j'étais autour de la cinquantaine, et que j'ai terminé un peu au-delà, mais c'est un livre que peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas le réécrire, et je ne l'écrirai pas comme ça, je pense. Voilà. En tout cas, c'est un livre qui vous a travaillé longuement. Oui. On le voit encore une fois dans l'Atelier Noir, là, toute la réflexion sur comment raconter cette histoire. C'est-à-dire que là, la structure, c'est volontairement, c'est que, et d'ailleurs j'y pensais beaucoup, c'est-à-dire que ça ne peut pas être moi, une personne, je ou même elle, et qui raconte l'histoire, il faut que ce soit ensemble, c'est-à-dire le je soit dans l'histoire même. Et même un temps, je n'avais pas imaginé les photos. Mais c'est venu en me disant que ça manquait sans doute d'incarnation quand même. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne fais pas un livre d'histoire quand même, et un livre d'histoire totalement impersonnel, quoi. C'était pas possible. Donc effectivement, les photos vont permettre une incarnation tout en n'étant pas une autobiographie. Je vais basculer sur quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans un texte que j'ai lu et qui m'a totalement bouleversé, c'est Se perdre, le journal de votre amour, oui. de votre désespoir aussi, à la fin d'une histoire d'amour, où vous dites, et c'est une thématique que l'on retrouve ailleurs aussi,
J'ai toujours fait l'amour et j'ai toujours écrit comme si je devais mourir après. Il y a une sorte de trilogie entre l'amour, le désir, le sexe, l'écriture et la mort. Et c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs dans votre œuvre. C'est à la fois, on a l'impression, c'est un lien très fort. Ces choses vont ensemble, sont peut-être même inséparables les unes des autres, en tout cas se nourrissent les unes des autres. Mais il y a aussi, on sent un antagonisme un peu. Il y a entre l'amour et l'écriture, par exemple, parce que c'est deux temporalités différentes. Vous dites aussi, dans le même texte d'ailleurs, que le temps de l'écriture, c'est un écoulement, c'est une activité, alors que l'amour, la passion, c'est le présent, c'est l'instantané, c'est quelque chose qui est atemporel, même vous dites, c'est hors de l'histoire. Oui. Comment est-ce que vous réconciliez ça? C'est quand même, j'allais dire, mon problème. Hein. Voilà. C'est un beau problème. Oui, mais je pense. Alors, je donne quand même je veux dire, maintenant, je m'interroge aussi sur le sexe n'ayant plus tellement de place dans ma vie. Je m'interroge sur plutôt les rapports de l'écriture et de la mort. Voilà, en fait, c'est ça. Mais la mort, c'est le temps. Hein. Je veux dire que c'est l'arrêt du temps. Voilà, c'est tout. On n'est plus dans le temps. Et c'est plus. Mais quand je dis que voilà, le sexe, non, c'est faux. C'est pas tout à fait juste. Parce que en fait, je continue de creuser ce mystère. En fait, ce mystère. Ce mystère qui vous travaille toujours et qui va continuer. Oui, mais aussi je voudrais ne pas m'évader un peu de ça parce que ce sont des termes qui viennent quand même, qui nous viennent du XXe siècle, voilà, chez Bataille, Georges Bataille, bon, et que je me méfie beaucoup des mots qui veulent contenir tout, contenir tout, c'est les notions aussi, mais l'écriture justement c'est pas ça, c'est incarné dans des l'écriture c'est incarné dans des choses peut-être très simples, tout ce qui est de l'ordre justement de choses extrêmement je veux dire mystérieuses et profondes et philosophiques, je ne vais pas aller jusque-là, mais qui sont qui vous viennent. On peut pas écrire avec des grands mots, quoi. C'est ça que je veux dire. On peut écrire qu'avec des choses concrètes, des choses matérielles. Quand j'entends par matériel, qui s'incarne dans des images précises. Vous dites la mémoire, par exemple. La mémoire la plus importante pour vous, oui, c'est celle matérielle. Elle est matérielle chez moi, oui. Bien sûr, elle est matérielle. Elle est matérielle. J'ai écrit les années avec cette mémoire matérielle. C'est-à-dire que si je pense à De Gaulle quand je suis toute petite, moi je vois une grande affiche sur un mur et De Gaulle avec son képi. Et voilà, c'est ça. Je pense à ça. Si je pense également, si je cite le 17 octobre, alors c'est que tout simplement, moi je me revois en étudiante et que cette semaine d'octobre, je ne sais rien, je ne saurais rien de ce qui se passe à Paris parce que je suis à Rouen. Et donc, c'est l'image de moi-même, mais qui me renvoie cette espèce de vide de l'histoire pour moi. Voilà. Donc tout est en fait, et matériel. Vous dites dans un entretien avec Maya Wabadi dans la très belle revue bilingue franco-arabe Fassol, dans le numéro 7,
Vous dites, lorsque j'écris, je vois des images, une phrase se forme, mais je ne connais pas forcément la suivante, ni le paragraphe suivant. C'est une aventure. Quand je suis arrivé au bout, je me demande avec étonnement, mais comment l'ai-je fait ? Ah, ça c'est vrai. je ne comprends pas. Je comprends pas comment j'ai pu. Voilà, ça a été très, 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 très clair pour un livre qui a été difficile à écrire, qui a été Mémoire de fille. Alors là, vraiment, je me suis demandé, mais comment j'ai réussi à écrire ce livre que je devais écrire depuis 40 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Et c'est parce que justement, j'ai l'impression qu'aucun mot n'est substituable dans ce que j'écris. Oui. Voilà, n'est pas que je ne peux pas changer. Que le texte, lorsqu'il est terminé, il ne peut pas être changé du tout. L'ordre ne peut absolument plus être changé. C'est quelque chose, et c'est dit que des mots comme des pierres. Voilà, des mots comme des pierres. Compose, oui. Très bien. Je vais bientôt donner la parole à la salle, donc commencez à préparer vos questions. Je voudrais juste vous en poser une dernière avant, Annie Ernaux. Et c'est... Il y a un terme qui revient, une idée, une notion qui me semble revient de manière assez récurrente dans votre œuvre récemment, y compris dans le très beau film que vous avez fait avec votre fils, avec David, dans les années Super 8, c'est celui de la lumière. L'idée que les visages puissent être baignés d'une certaine lumière. On sent, je ne sais pas si c'est moi qui projette, mais une sorte d'apaisement aussi par rapport au passé, par rapport à des choses qui vous ont travaillé, troublé, et que là, cette lumière, c'est un moment voilà, je sais. En fait, c'est l'importance pour moi, d'une manière générale, de la lumière. La lumière, pour moi, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, c'est effectivement, ça résume tout. Ça résume la beauté, quelque chose de... Mais je crois que ce terme de lumière inspire énormément de gens, d'écrivains, de poètes. Voilà, c'est... alors, moi, la nuit ne m'inspire pas du tout, hein, en revanche. Voilà, non, la nuit... Vous travaillez de jour. Non, pour moi, la nuit, c'est la mort. C'est clair. Et voilà, bon, c'est ça, comme ça. Et la lumière, c'est la vie. C'est peut-être très banal, mais j'assume. Heureusement, on a une belle journée lumineuse qui va durer jusque tard et on va pouvoir en profiter après pour un petit cocktail. Mais je voulais dire que je suis capable maintenant de rester 1 heure dans un fauteuil et simplement parce que toute ma salle de séjour est dans la lumière. C'est ça. Oui. Est-ce que l'aurore, ça vous dit quelque chose ? Oui, aussi, bien sûr. Oui, ok. On en reparlera. Mais l'aurore, je suis rarement levée, moi, l'aurore. D'accord. J'ai un petit projet d'écriture sur l'aurore, on en reparlera. Je vais donner la parole à la salle s'il y a des questions. Moi, j'en ai plein d'autres, donc je peux continuer, mais j'aimerais bien pouvoir donner l'occasion, et notamment aux étudiantes et aux étudiants qui ont fait les 2 séminaires Annie Ernaux que j'ai eu la chance et le privilège de faire avec vous à New York, ici à Paris, et voilà, qui m'ont beaucoup nourri et qui m'ont vraiment donné envie qui m'ont vraiment fait découvrir en fait toute l'œuvre d'Annie Ernaux. Nous avons vraiment lu quasiment de A à Z. Et donc, n'hésitez pas à lever votre main si vous avez des questions. Ça peut être d'autres personnes aussi, pas forcément que des étudiantes et des étudiants. Gianna, je vois une demi-main qui se lève. Vous voulez ? Oui ? Ok, allez. Est-ce qu'on a un micro ici, Meredith, s'il vous plaît ? Merci. Bonsoir, Madame Ernaux. Merci beaucoup pour cette merveilleuse intervention et merci, professeur Dortmann,
pour organiser tout, pour cette invitation. On vient de parler de comment vous avez dit que vous avez l'impression que la forme ou les mots s'imposent dans votre œuvre quand vous êtes en train d'écrire. Donc j'ai remarqué dans l'événement qui est l'un de mes livres préférés dans votre œuvre qu'au moment culminant, et quand vous écrivez sur l'expulsion de fœtus, il y a un changement de temps verbal qui change du passé, qui est jusqu'ici toute l'histoire de votre moi adolescent ou peut-être universitaire est écrit au passé. Mais justement, dans ce moment, il y a 2 paragraphes qui sont écrits au présent. Et donc, je voulais demander si vous avez remarqué ce changement quand vous étiez en train d'écrire ou éditer cette œuvre. Et normalement, on attend beaucoup dans l'événement, on voit beaucoup de parenthèses où vous expliquez vos choix narratifs et de choix de mots, mais ici, il manque peut-être une explication. Donc, je voulais vous demander si vous avez noté ça. Là, justement, je n'ai pas d'explication. Enfin, maintenant, c'est un peu tard parce que c'est écrit, donc effectivement, il y a 25 ans. Je ne sais pas si... je peux voir le texte exactement, ce passage, parce que vous l'avez... Ah non, vous ne l'avez pas avec vous. Non, d'accord, bon. Voilà, parce que effectivement, c'est donc au moment de l'expulsion, c'est ça? Non, c'est ça? Gianna va peut-être le trouver. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour enseigner vos textes, les petits moments moi je les appelle les moments méta où vous réfléchissez, souvent entre parenthèses, sont extraordinaires parce que ça permet des discussions, vraiment des retours réflexifs, de creuser ça. C'était pour moi important de, je veux dire, après tant d'années, merci. Donc voilà, alors on est en plein séminaire, donc oui, c'est là, ça. C'est vraiment, voilà, effectivement, merci. Oui, alors effectivement, il y a tout est au passé et brusquement, voilà, je fais parce que, alors je ne sais pas. Comment dire, le présent est beaucoup plus fort, effectivement, c'est-à-dire présent, ça rend présent, hein, c'est la palissade de dire ça, mais effectivement, ça fait participer en quelque sorte, sans doute, le lecteur à... je n'ai pas pensé au lecteur, mais je veux dire que pour moi, c'était rendre plus forte. C'est rendre la scène beaucoup plus forte, c'est-à-dire, voilà, on passe effectivement, nous sommes toutes les deux dans la chambre, je suis assise sur le lit avec le fœtus entre les jambes, nous ne savons pas quoi faire, je dis à haut qu'il faut couper le cordon, alors elle prend des ciseaux, je m'arrête là pour dire qu'il y a là, je veux dire aussi des actions, il y a des actions qui sont inouïes, c'est-à-dire que personne, je n'aurais jamais pu prévoir de faire ces gestes-là, et personne ne peut imaginer les faire, parce que ce ne sont pas des gestes, je veux dire, ce sont pas des gestes, de sage-femme peut-être, mais non, c'est et que on est seuls, on est toutes les deux, donc il y a cette sorte de, je veux dire, de hors du monde, je veux dire, inimaginable, et il ne faut pas se représenter de façon fantastique, c'est simplement le réel. C'est ça, parce que effectivement dans ce texte, c'est quand même ça, c'était de rendre réel ce qu'il a été, bien sûr, mais pour montrer à quel point c'était insoutenable. Je veux dire que c'est insoutenable et qu'on n'a pas de mots. Mais il faut en mettre quand même, il faut en mettre des mots. Et que ces mots-là, voilà, c'était... Alors vous dites que... D'ailleurs, oui, il y a des passages
des passages d'explication, c'est bien sûr, je n'allais pas, après tant d'années, c'était non pas, c'est pas seulement l'événement, c'était j'écris l'événement, bien sûr, c'était je l'écris. Voilà, c'est ça. C'était pour moi impossible de faire autrement. C'était pas possible. Et d'ailleurs, les mots, enfin, les mots sont parfois et souvent même beaucoup plus puissants que les images. La description de la scène dans le texte est beaucoup plus graphique que ne l'est la représentation du film. L'événement, par ailleurs, très bien comme film, mais on voit ce que peuvent les mots là. Audrey Diwan, qui est la cinéaste, disons, elle ne pouvait pas aller si loin, peut-être. Oui. Non, bien sûr. Elle ne pouvait pas aller si loin au cinéma. Oui, non, au cinéma, je crois qu'elle a eu raison de ne pas mettre, parce qu'il aurait fallu qu'elle puisse représenter ce que l'une et l'autre de nous deux pouvait voilà, donc oui. Alors, si moi je me souviens de tout cela, celle que je nomme O et qui est maintenant décédée a été marquée pour presque, je pense toujours, puisque elle en a parlé à sa fille et que sa fille m'a écrit. Voilà. Donc c'est quelque chose. Hein. Donc oui, voilà. Bon, mais, je ne vais pas oublier de vous le rendre. Il y a une autre question. Je vois des mains au fond et puis ici. Vous avez un micro ? Oui. Bonjour. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. On a mentionné un peu plus tôt les méta-commentaires dans vos œuvres, que je voulais lier à la question de la forme. J'étais aussi étudiante avec Monsieur Dodman et nous avons, dans le cadre du séminaire, travaillé sur la forme de vos œuvres, c'est-à-dire les blancs que vous laissez entre les paragraphes. C'est extrêmement espacé, ils n'ont pas toujours la même taille, parfois ils sont plus importants que d'autres. Et moi, ils m'ont beaucoup intriguée parce qu'ils m'ont donné l'impression que malgré ces commentaires, cette réflexion que vous avez dans la texture même de l'œuvre sur votre processus d'écriture, ces blancs apportent à la fois une respiration, mais ils viennent aussi un peu obscurcir l'interprétation, peut-être apporter une opacité qu'on a moins dans l'écriture, puisque vous parlez de chercher une simplicité, quelque chose de presque une transparence en fait avec la lectrice. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez peut-être un commentaire à faire sur cette forme. En fait, comme vous dites, les blancs sont une manière certainement de non pas respirer, mais de ressentir, dirais-je. Ça permet à la lecture, au lecteur. Moi, je ressens ça quand je lis. J'aime bien les blancs dans les livres. Voilà, ça me donne envie de m'arrêter. Et je crois que ça, c'est important parce que sinon, on est entraîné. Alors, c'est très agréable aussi, hein, mais j'ai l'impression de manquer quelque chose. Et que les Blancs ont cette fonction-là. Ça permet aussi de changer complètement, comme justement il y a ce métadiscours souvent. Le blanc est pour moi en quelque sorte obligatoire qu'il y ait un blanc. Mais ça, ce sont dans les textes qui sont beaucoup plus, j'allais dire, personnels.
Alors que dans les années, il y a des grands morceaux, si on peut dire, parce que c'est l'imparfait glissant et qui fait que ce sentiment du temps qui file, qui nous entraîne, et l'imparfait pour moi, c'est un temps qui pour moi, c'est le plus beau temps de la grammaire. Vous devez avoir une belle relation avec votre préparateur de copie pour réussir à négocier les différents espacements entre les morceaux de texte. Nous avons une autre question ici. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. Ma question ne va pas du tout être aussi littéraire que les précédentes. Je m'appelle Tara Eusé-Sarmny et je suis activiste et entrepreneuse sociale, donc profondément touchée par votre engagement et vos engagements de manière générale. Et je voulais savoir comment, aujourd'hui, selon vous, on peut inciter plus de personnes de passer de l'indignation à l'action, et aussi ce que vous pensez du pouvoir des mots dans une ère d'infobésité où on est submergé de contenu à toute heure du jour et de la nuit. Merci. Écoutez, c'est quand même, je veux dire, d'inciter les gens à s'indigner. Il y a eu quelqu'un comme ça qui avait écrit un petit fascicule de « Indignez-vous ». Voilà, « Indignez-vous ». Et je ne suis pas sûre, c'est ça qui est terrible, c'est que je ne suis pas sûre que ça ait eu beaucoup d'effet. Voilà. Je crois je crois plus à des indignations, enfin à des actions de proche en proche collectives, avec, oui, des mots, mais je ne sais pas, je pense à des mouvements qui ont eu lieu. Ce sont pas des mots qui ont été au départ. Je pense par exemple le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. En fait, ce sont des actions, donc il a fallu des mots d'action en quelque sorte et pas des mots oratoires. Voilà. Je crois plutôt à ça qu'à un discours, à des slogans, etc. Voilà. Je suis un peu faible en général dans les solutions. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas. De dire oui, voilà, de dire ce qui va pas, mais dans les solutions, c'est vrai que voilà, je suis pas une femme pragmatique. Voilà, donc on peut dire ça. Par exemple, si on me pose, je repense à des échanges à propos de livres, par exemple, dans Passion simple ou Se perdre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Là, je sais pas, je sais pas du tout. Voilà, je décris en quelque sorte, j'exprime, mais au-delà, c'est avant, quand j'avais un langage peut-être un peu plus moral, je disais faire prendre conscience de... voilà, c'est... Merci. Et je pense qu'il y avait une question ici devant aussi. Deux questions. Oui, plusieurs. Ah oui, j'ai le micro, donc allez-y. Je commence. Merci beaucoup pour votre travail, votre livre et tout ça. C'est incroyable. J'ai une question qui est assez simple, que voulait dire qu'est-ce que la valeur de la littérature et du souvenir aujourd'hui face à l'actualité dans le monde. Laisse-moi expliquer un petit peu. On a appris, par exemple, en Allemagne et en Autriche, d'où je viens, que le souvenir peut nous aider d'éviter dans le futur toute la violence et le génocide qui s'est passé dans le passé. Mais on peut on peut voir aussi que la mémoire peut avoir l'effet d'une cécité sur le présent. Donc en Allemagne, on ne regarde pas ce que se passe aujourd'hui. Donc je voulais juste vous demander, avec la littérature et le souvenir, comment est-ce que ça peut vous et nous aider de
se libérer peut-être, de regarder plus clairement le passé et se libérer de ce poids pour être beaucoup plus attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre, c'est si je ne m'intéresse pas plus à ce qui a lieu dans le passé que dans le présent. Non, c'est pas ça. Non. Non, peut-être seulement comment l'écriture a vous aidé, peut-être personnellement, de traverser le passé, vous transformer et peut-être aussi vous donner la possibilité de mettre en relation ce qui se passe aujourd'hui avec le passé. Comment trouver dans le passé des ressorts pour Oui. appréhender le présent et imaginer l'avenir? Oui. Mais en fait, moi, je mets toujours personnellement, je mets toujours en quelque sorte en dialogue le passé, et le présent et le passé plutôt. C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, que le présent n'est jamais la duplication du passé, jamais, mais que on peut effectivement établir quand même des relations, si vous voulez, et que on peut, par exemple, c'est certain qu'on peut pas, j'allais dire, mettre en relation, je veux dire, faire une sorte de comment dire, coller là, voilà, entre, par exemple, la Shoah et ce qui se passe à Gaza. Non. C'est de la même façon que ce qui a lieu maintenant, un retour effectivement de l'extrême droite, ça n'est quand même pas, ce ne sont pas les années 30, ça ne c'est pas la même chose. Donc, mais en fait, tout de même, on ne peut pas regarder les choses comme si elles arrivaient de la Lune et que le présent était absolument vierge de tout lien avec le passé. Non, jamais. Donc, voilà. Vous parlez beaucoup. Une autre parole que vous aimez beaucoup, c'est l'idée du palimpseste. Oui, les personnes sont des palimpsestes, les lieux sont des palimpsestes. L'image du palimpsestes palimpseste me paraît valable aussi, j'allais dire, en histoire. Absolument. Absolument, oui. On a d'autres questions ici devant. Merci beaucoup pour toutes vos paroles ce soir. Moi, je voulais peut-être creuser encore ce sillon et la question du rapport entre le réel et l'écriture. Où vous avez parlé de cinéma. Dans le cinéma, on organise les films comme des fictions ou des documentaires. Quand vos livres sont adaptés au cinéma, ils finissent par atterrir dans ce qu'on appelle une rubrique de fiction. Dans une librairie anglo-saxonne, on va organiser les livres d'un côté comme des fictions, de l'autre côté des non-fictions. On n'opère pas vraiment cette distinction-là dans la littérature française. Comment est-ce que vous êtes orienté dans ce dédale de terminologie dans votre écriture, dans son rapport au réel, la place de la fiction, la place de la mémoire, la place du souvenir qui s'effrite, la place de l'invention et la porosité entre votre expérience et l'écriture? Alors, s'il faut faire une distinction, effectivement, fiction, non-fiction, je sais qu'elle existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Elle me convient pas parce qu'elle va automatiquement classer, ça va devenir littéraire, non littéraire. C'est à peu près ça. Hein. Donc, alors, je pense qu'il faut que moi, je me situe ô combien, j'allais dire, avec ce souci de l'écriture que j'ai, donc dans le domaine de la littérature. Mais ce qui me fait problème, c'est qu'on classe toujours, quand on pense littérature, on pense roman. C'est reste ça. C'est ça la question. Et la question n'est pas ce que vous faites, est-ce que c'est de la littérature ou pas de la littérature. Alors, c'est de la littérature, mais ça n'est pas du roman. Voilà. Et donc, ce sont toutes les autres formes
possible hors du roman. Et effectivement, j'ai refusé le terme roman pour tous mes livres, mais en particulier pour les années, bien sûr. Je résiste pas du coup de lire un passage de l'Atelier Noir, parce que évidemment, on connaît votre refus de la littérature, avec oui. Une certaine forme associée au roman, l'envie de faire la déclaration d'une littérature plate. Ça, c'était voilà, oui, enfin, au moment de la place. Il y aurait plein de choses à dire, bien sûr. Moi, ce qui me frappe, voilà, ce que je constate en lisant l'Atelier Noir, c'est votre propre réflexion le lundi 6 février 1995, où vous dites « Ce qui sera bouffon, si on publie un jour ce journal d'écriture, de recherche à 99%, en fait, c'est qu'on découvrira à quel point, finalement, la forme m'aura préoccupé. Bref, ce qu'ils appellent la littérature. » Donc, en fait, voilà, la littérature vous a toujours hanté avec... Absolument, oui, ça. Effectivement, donc, quand j'écrivais ça, je ne pensais pas du tout, effectivement... Le public. Voilà. C'est pour ça que les historiens sont là, ça s'appelle des archives. Merci beaucoup, Eric. Il y avait une autre question, oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange vraiment passionnant. Alors, moi, je suis fascinée par votre rapport à la mémoire et aux images. Vous avez parlé de mémoire matérielle liée à des images, et je me demandais si le fait d'écrire, de transcrire ces images, ça modifiait vos souvenirs. Est-ce qu'il y avait un rapport entre la mémoire et le fait de la transcrire en mots? Et une deuxième question en rapport avec Thomas, c'est quel est votre rapport à la nostalgie? Alors, le rapport entre donc l'image, donc la première question c'était donc la mémoire passe par les images et le fait de les mettre en écriture, ce que vous faites systématiquement dans vos... Qu'est-ce qui leur arrive à ces mémoires, à ces images? Qu'est-ce qui arrive aux images, ou plutôt... Est-ce que ça modifie vos souvenirs, en quelque sorte, le fait de les écrire? Ah, ça c'est autre chose, ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas... il n'y a pas de, je veux dire, de coïncidence entre un objet et le mot. Hein, ça, c'est le choix que l'on fait. C'est l'absolu, c'est une forme de gratuité là. Mais je me fie en quelque sorte à la dictée de l'impression, de la sensation, voilà. Et les premiers mots, les mots qui viennent, les premiers, sont, à mon avis, ceux qui correspondent, c'est ça. Mais il y a effectivement toujours une part de jeu, J-E-U, entre l'image et les mots. Hein. Et il y a un texte de Nathalie Sarraute, je ne sais plus quel est celui où elle parle en fait que de l'écriture, ce texte de Nathalie Sarraute, où j'étais tellement enthousiaste il y a 3 ans en écrivant, j'avais accepté de faire quelque chose sur Nathalie Sarraute, et que ce texte, j'avais l'impression que j'étais totalement en osmose avec elle, parce que c'est cette sorte de descente. Cette sorte de descente dans une matière qui est l'image, mais et comment les mots surgissent. Voilà. C'est très. Si c'était facile à expliquer, je pense que voilà, ça ferait pas des beaux textes. Voilà, non. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, Isolde, dans la réflexion par rapport à ta question, c'est de pouvoir revisiter dans votre œuvre les mêmes scènes, les mêmes événements
à distance de décennies parfois, Oui, parce oui, que c'est ça. vous revenez régulièrement, vous commencez, les armoires vides commencent avec l'avortement, Oui. vous y revenez évidemment plusieurs fois, et pareil pour d'autres scènes, y compris des scènes qui sont non dites, qui sont des trous noirs un peu, on ne les voit que a posteriori, une fois qu'on a lu Oui. toutes vos œuvres, qu'on est arrivé à Mémoire de fille, qu'on retourne en arrière et qu'on se rend compte, en fait, là, elle fait référence à cet été-là, à ce qui s'est passé là. Donc, il y a un travail constant aussi, c'est une matière vive, en fait, la mémoire. Je m'aperçois aussi quand même qu'il y a que des images vont amener les mêmes mots. Oui, vont amener les mêmes mots 30 ans après. Donc, oui. Qui perdure. Donc, oui, qui perdure. Oui. Ouais. Et Isole posait aussi une question sur la nostalgie, mais je pense que vous n'êtes absolument pas nostalgique. Non. Voilà, c'est ce qui m'a semblé. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Vous dites même dans votre journal publié, dont des extraits ont été publiés dans Écrire la vie, donc le magnifique quarto qui rassemble l'essentiel de votre œuvre, enfin en tout cas à l'époque, vous dites « Ce que je désire est impossible, c'est revivre les choses ». Oui, donc c'est effectivement pas de la nostalgie, parce que les revivre, ça voudrait dire les vivre exactement comme elles ont eu lieu. Or, la nostalgie, elle fait un écran de, au fond, ça serait tellement bien, etc. Alors que, non, je sais que ça serait pas, de revivre les choses, ce serait les revivre avec leur coefficient de douleur, de tristesse, d'attente et sans savoir la suite. Or, évidemment, tout cela est du rêve, bien entendu. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière, on peut pas il n'y a pas de retour. Non, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. Merci. D'autres questions? Oui, une ici devant. Ah, et là, pardon. Bonjour, merci beaucoup. Je suis là. Oui, je vous cherchais. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention et pour toute votre œuvre. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous disiez, c'était quand vous parliez voilà, du terme traversé, du fait d'être traversé, de tout ce mouvement et du fait que vous avez dit d'abord que ça vient d'une absence d'identité, et là vous avez dit même ce terme ne me plaît pas parce que c'est quelque chose de fixe. Et donc il y a cette idée-là qui anime votre écriture. Et en même temps, la littérature, au final, votre livre, c'est des mots et ils sont fixes. Vos livres sont fixés, ils ne vont plus changer maintenant. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une contradiction, une tension qui est intéressante entre ce mouvement que vous écrivez et le fait que ce soit écrit, donc ça n'est plus en mouvement. Et je voulais savoir comment est-ce que vous trouviez une satisfaction malgré cette contradiction, ou dans cette contradiction, justement, est-ce que vous arrivez à être satisfaite de la façon dont vous écrivez le fait que rien n'est fixe, ou est-ce que vous avez la sensation qu'il faudrait écrire indéfiniment et à l'infini pour pouvoir transmettre justement cette notion de traversée? Alors, non, je n'ai pas ce sentiment qu'il faudrait... En fait, le texte écrit, tous ces livres, par exemple là, l'événement, les années, ce sont vraiment des choses fermées pour moi. Elles sont figées. C'est quelque chose qui est figé, et l'écriture est toujours devant moi, elle n'est jamais derrière. Enfin, c'est ce que je veux dire par là, que je n'ai pas les années décrites dans elles existent dans le livre, et elles existent dans ma mémoire, mais ce ne sont pas les mêmes, d'une certaine manière, maintenant, si vous voulez. C'est ça. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, là. Si, voilà, à peu près. Voilà. On va prendre peut-être une dernière question. Bonjour Madame Arnaud, merci beaucoup, je suis ici. Je voulais vous demander, Passion simple, c'est un livre qui m'a énormément marqué, et donc je voulais vous demander quel est un livre qui vous a beaucoup marqué et pourquoi. Un livre
vous a beaucoup qui vous a marqué. marqué. Mais pas de moi, un autre. Oui, Peut-être. oui. Un livre que vous avez, une lecture que vous avez faite, un livre que vous avez lu et qui vous a énormément marqué. Donc, Un des nombreux, sans pardon doute. Un des nombreux livres qui vous ont beaucoup marqué. Mais alors là, c'est compliqué. Là, il fallait que je sois prévenue. Là. Récemment. Alors, non, mais immédiatement, là, quand j'ai compris, aussitôt que j'ai compris votre question, j'ai pensé Les vagues de Virginia Woolf. Superbe. Voilà. Donc, On en parle. là, on peut Ça pas doit être être la bonne plus, réponse, voilà, alors. c'est ça. Oui, absolument. Justement, Merci. il faudrait C'est, réfléchir. en fait, c'est un peu avec les vagues que j'ai été légitimée dans mon écriture des années. Si vous regardez, ça n'a pas de rapport, hein, mais si. Mais en fait, Au moins, ça il y en a. Voilà. tout à fait un rapport, d'autant plus que vous dites, et ça c'est sur un texte sur Virginia Woolf, vous dites c'est une erreur de parler d'écriture de l'intériorité à propos de Virginia Woolf, sauf à dire qu'il s'agit d'une intériorité sans cesse traversée par, encore ce mot, par les autres, proches ou inconnus, par leur regard, leur présence. Donc j'en reviens. Virginia Woolf a souvent été présentée comme l'autrice de l'intériorité, de la conscience Non, mais totalement c'est, déconnectée du c'est social, ça aussi. alors que vous Tout à fait. montrez à quel point elle est traversée par le temps, y compris dans ce sens-là. Absolument. L'intime et social. Oui. Voilà. Et parmi les nombreuses influences et textes qui ont beaucoup marqué Annie Ernaux, quand on lit un peu ses écrits et ses journaux, on s'en rend compte. Il y en a un qui me touche beaucoup, parce que c'est un des textes que j'ai adoré, parmi les premiers aussi, c'est l'auteur italien Cesare Pavese et le bel été. Je ne sais pas si vous voulez dire deux mots du bel été. Oui, alors le bel été, je me souviens encore quand je l'ai lu, donc en 1982, l'été, et justement l'été. Mais j'ai évidemment, il faut voir quand même qu'il y a un rapport entre Mémoire de fille et le bel été. Si vous ne le voyez pas, si. Voilà. Si, on le voit. Oui. Vraiment, c'était un choc, oui, tout à fait. Et c'était extraordinaire parce que Pavese est un homme, il a écrit ça. Bien sûr. C'est ça qui est magnifique, quoi. Oui, justement, j'allais dire, il y a une valeur universelle en fait dans ça. Vous dites sur Pavese, ça c'est un texte encore une fois de 1986. Lire Pavese, c'est être à la terrasse d'un café en été. Les voitures défilent, la peau des femmes scintille lointainement, et on ne sait plus depuis combien de temps on est là, ni pourquoi. Le journal annonce un attentat, des faits divers. Les choses sont là, mais à distance, dans leur opacité. Je n'ai jamais éprouvé ailleurs cet étrange sentiment d'être prise dans une réalité qui ne pourrait être autre qu'elle n'est, dont, même, on ne peut pas vouloir qu'elle soit autre, et fait une écriture transparente qui ne s'exhibe pas comme écriture, mais tend à faire seulement voir ou sentir, suivant Pavese lui-même, présenter sans décrire. J'ai l'impression que c'est un résumé aussi de votre projet, projet littéraire. En fait. Oui, bien sûr, parce que je suis dans ces années-là, à la recherche d'une forme, d'une voix. D'une voix, plus d'une voix que d'une forme à cette époque-là. Absolument, oui. Très bien. On va finir en voix, justement, avec deux voix, avec un petit quelque chose qui, j'espère, va vous faire plaisir, qu'on a gardé pour la fin. Et moi, j'avais intitulé cette soirée « Voglio vivere una favola » parce que, pour moi, c'est une fable, c'est une histoire, c'est un rêve que d'être ici avec vous, Annie Ernaux. Et dans ce rêve, il y avait un moment où nous lisions ensemble. Et j'ai appris juste avant que c'est la première fois qu'on vous demande de lire comme ça en public. Donc je suis d'autant plus émotionné par ceci, et je vais sans doute très mal lire, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Donc nous allons terminer cette favola en vous lisant des passages du début de Les Années, texte qui commence avec cette magnifique phrase « Toutes les images disparaîtront ». Nous allons sauter quelques pages pour commencer page 15 dans Le Poche, avec une de mes citations préférées de l'œuvre d'Annie Ernaux.
Et donc je vais commencer et puis on va continuer. C'est vous qui commencez. C'est moi qui commence, ouais, je pense. Ok. C'est ça, on a, ouais. Et ça va, on est bon, oui. ok. Oui. Et donc ça commence comme ça. Et j'en profite. Bon, je remercierai tout le monde après. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe. Les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres. Anamnèse, épigone, noème, théorétique, les termes notés sur un carnet avec leur définition pour ne pas consulter à chaque fois le dictionnaire. Les tournures que d'autres utilisaient avec naturel et dont on doutait qu'elles étaient d'être capables aussi un jour, il est indéniable que, force est de constater que. Les phrases terribles qu'il aurait fallu oublier, plus tenaces que d'autres en raison même de l'effort pour les refouler. Tu ressembles à une putain d'Hécatie. Les phrases des hommes dans le lit, la nuit, fais de moi ce que tu veux, je suis ton objet. Exister, c'est se boire sans soif. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? In illo tempore, le dimanche à la messe. Vieux croumir, faire du chambard, ça valait 1000. Tu es un petit ballot. Les expressions hors d'usage, réentendues par hasard, brusquement précieuses comme des objets perdus et retrouvés, dont on ne se demande comment elles se sont conservées. Les paroles attachées pour toujours à des individus comme une devise, à un endroit précis de la Nationale 14, parce qu'un passager les a dites juste quand on y passait en voiture, et on ne peut pas y repasser sans que ces mêmes paroles sautent de nouveau à la figure, comme les jets d'eau enterrés du palais d'été de Pierre le Grand qui jaillissent quand on pose le pied dessus. Les exemples de grammaire, les citations, les insultes, les chansons, les phrases recopiées sur des carnets à l'adolescence. L'abbé Trublet compilait. La gloire pour une femme et le deuil éclatant du bonheur. Notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux du temps. Le comble de la religieuse est de vivre en vierge et de mourir enceinte. L'explorateur mit le contenu de ses fouilles dans des caisses. C'était un porte-bonheur en petit cochon avec un cœur qu'elle avait acheté au marché pour 100 sous. Pour 100 sous, c'est pas cher entre nous. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Est-ce qu'on peut tirelipoter avec une fourchette ? Est-ce qu'on peut mettre le schmilblick dans le biberon des enfants ? Je suis le meilleur. Qu'est-ce qui dit que je ne suis pas le meilleur ? Si tu es guéri donc, ça se corse, chef-lieu Ajaccio. Bref, comme disait Pépin. Sauvé, disait Jonas en sortant du ventre de la baleine. C'est assez, je cache à l'eau mon dauphin. Ces jeux de mots entendus 1000 fois, ni étonnants ni drôles depuis longtemps, irritants de platitude, qui ne servaient plus qu'à assurer la complicité familiale et qui avaient disparu dans l'éclatement du couple, mais revenaient parfois aux lèvres, déplacés, incongrus, hors de la tribu ancienne, après des années de séparation, et c'était au fond tout ce qu'il restait de lui. Les mots dont on s'étonne qu'ils aient existé déjà autrefois. Mastoc, lettre de Flaubert à Louise Collet. Pioncé, Georges Sand au même. Le latin, l'anglais, le russe appris en 6 mois pour un soviétique, et il n'en restait que Das Vidania, Yatebia Lubliu, Karacho. Qu'est-ce que les fiançailles ? Un compromis. Les métaphores si usées qu'on s'étonnait que d'autres osent les dire. La cerise sur le gâteau. Ô mère ensevelie hors du premier jardin. Pédaler à côté du vélo devenu pédaler dans la choucroute, puis dans la semoule, puis rien. Les expressions datées. Les mots d'hommes qu'on n'aimait pas. Jouir, branler. Ceux après, durant les études, qui donnaient la sensation de triompher de la complexité du monde. L'examen passé, il partait de soi plus vite qu'il n'y était entré. Les phrases répétées, énervantes, des grands-parents, des parents, après leur mort, elles étaient plus vivantes que leur visage. T'occupe pas du chapeau de la gamine. Les marques de produits anciens, de durée brève,
dont le souvenir ravissait plus que celui d'une marque connue. Le shampoing Dulsol, le chocolat Cardon, le café Nadi, comme un souvenir intime impossible à partager. Quand passent les cigognes, Marianne de ma jeunesse. Madame Soleil est encore parmi nous. Le monde manque de foi dans une vérité transcendante. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien. Ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. Merci Annie Ernaux.